Brice Hortefeux, bonjour et bienvenue. Bonjour. Grande enquête sur l'antisémitisme dans le Parisien ce matin. Un juif sur deux témoigne avoir reçu des injures. 45% des parents juifs conseillent à leurs enfants de taire leur religion. 18% disent que leur enfant a été agressé parce que juif. Que peut-on faire ? Bon, d'abord, il faut être lucide sur le constat. C'est que l'antisémitisme existe, mais qu'il évolue et qu'il a évolué. On est passé d'une forme d'antisémitisme bourgeois du 19e siècle à ce nouvel antisémitisme qui aboutit à une situation que j'avais dénoncée il y a plusieurs années, qui avait été d'ailleurs contestée, et pourtant j'affirmais la vérité. À savoir que dans un département comme la Seine-Saint-Denis, il n'y avait plus d'enfants juifs présents dans des établissements scolaires publics. Que ceux qui étaient dans ce département étaient contraints d'aller dans des établissements privés ou dans d'autres départements. Et c'est une affirmation qui ne repose pas sur une observation statistique, mais c'est pas les statistiques qui comptent dans ces cas-là. C'est la réalité de ce qui est vécu et la perception que l'on a. Cette lucidité, on l'a maintenant. Donc, il faut naturellement cette lucidité, et à partir de cette lucidité, prendre toutes les mesures pour être implacable. Lesquelles alors ? Le moindre signal de tolérance, le moindre signal de faiblesse est interprété, et ceux qui sont aujourd'hui antisémites ou ceux qui pratiquent un prosélytisme islamiste particulièrement violent, comme ça, le comprennent et en profitent. Donc il faut systématiquement adapter les textes, la pratique et les sanctions à l'évolution de la menace. Ce n'est pas figé, c'est mouvant. Et il faut que la société bouge en même temps pour être efficace. D'après ce sondage, 61% des musulmans pratiquants pensent que les juifs ont trop de pouvoir. Vous avez été ministre des cultes à l'intérieur. Qu'est-ce que l'on peut dire à la communauté musulmane pour changer d'attitude ? D'abord, vous l'avez rappelé, comme les ministres de l'Intérieur dans notre République ont la responsabilité du dialogue avec les cultes. Ce dialogue est très différent selon les cultes. Avec l'Église catholique, on a un interlocuteur. Et avec l'Église protestante, on a le président de la Fédération protestante de France. Et avec la communauté juive, on a bien sûr aussi des interlocuteurs. Alors, on en a plusieurs, mais ce sont des interlocuteurs qui sont identifiés. Pendant très longtemps, la religion musulmane, il n'y avait pas d'interlocuteur. Il y a eu le CFCM, mais donc, il vient de disparaître. Le CFCM a eu un très grand mérite, c'est d'identifier une personnalité qui pouvait être à la base du dialogue. Et surtout, ce qui n'a pas été à l'époque noté, c'était l'initiative de Nicolas Sarkozy, c'est que cela se déclinait aussi territorialement. Ça veut dire que, moi je suis élu en Auvergne, ça veut dire que je rencontrais le responsable de la communauté, le conseil régional du culte musulman. Alors est-ce que c'était parfait ? Non, mais c'était déjà un début de dialogue, de responsabilité et d'échange, et surtout de meilleure connaissance entre les uns et les autres. Revenons maintenant au débat sur la campagne présidentielle. C'est le pouvoir d'achat qui domine en ce moment. Le gouvernement augmente l'indemnité kilométrique pour lutter contre la hausse des prix des carburants. Que feriez-vous de mieux si vous étiez au pouvoir ? Non, pardonnez-moi, c'est incomplet ce que vous dites. D'abord, il y a, cette réalité, c'est que le pouvoir d'achat diminue et va diminuer. C'est ce que nous indique l'INSEE. L'INSEE nous dit l'observation que le consommateur, que vous, moi, que ceux qui nous écoutent font tous les jours, c'est une augmentation des prix. Inflation des prix, pas des salaires. Voilà. Et il y a un côté, donc cette augmentation de tout ce qui est à la consommation, et en revanche, les salaires ne suivent pas. Donc, les mesures qu'il faut prendre, ce sont des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Et c'est ce que fait d'ailleurs Valérie Pécresse, qui le propose dans différents domaines. Il n'y a naturellement pas une seule mesure, il y a une panoplie de mesures pour améliorer le pouvoir d'achat. Elle propose, comme vous le savez, une augmentation notamment de 10% et pour jusqu'à un certain seuil de salaire. Ça peut pas être une mesure unilatérale sur tous les salaires, naturellement, mais elle propose cela, et cela va de cela jusqu'à la suppression des droits de succession pour 95% des Français. Mais vous pourriez faire aussi des chèques énergie, chèques carburant, chèques... Ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron. On fait des chèques tout le temps. Simplement, je vous rappelle que nous avons un record
abyssale de la dette, du déficit, et que donc on ne peut pas tenir cela, parce qu'à un moment donné, quand on dépense sans compter, bien évidemment, il y a quelqu'un qui devra payer la note. Et la note, ça sera payé d'ailleurs déjà un peu par nous, et surtout par nos successeurs. Dans ce contexte-là, les Français sont de plus en demande de services publics. Hier, Emmanuel Macron a défendu la nécessité des services publics. Est-ce que vous conseilleriez à Valérie Pécresse de revenir sur son objectif de 150 000 postes en moins? C'est trop dur en ce moment. D'abord, une observation de forme. Dès que Valérie Pécresse se rend quelque part, le président de la République, ou dit quelque chose, le président de la République, quelques heures après, prend une initiative quasiment identique. Ça s'appelle une campagne. Elle était au Puy, immédiatement, donc en Haute-Loire, et donc le président de la République se rend quelques heures après en Creuse, c'est-à-dire à quelques encablures de ce département. Et donc, ce sont sur ce plan-là, ce sont des initiatives qui sont amusantes. Et sur le fond, il faut, c'est ce que l'objectif, c'est la défense des services publics. Il faut bien sûr la réaffirmer, bien sûr protéger, empêcher les fermetures. Valérie Pécresse d'ailleurs propose qu'il n'y ait pas de fermeture dès lors qu'il n'y a pas d'accord de la collectivité concernée. Et quant aux chiffres que vous évoquez, ce qu'elle propose, pardonnez-moi en 2 mots, ce qu'elle propose, c'est une diminution de 150 000 emplois, pas suppression de fonctionnaires, diminution de 150 000 emplois. Je vous rappelle que c'est pas un effort incommensurable, et ça correspond à 1% annuel, 1% de la diminution. Donc, reconnaissez que c'est pas la hache pour parler simplement, mais simplement, pourquoi fait-on cela? Tout simplement parce que, pourquoi fait-on cela plus exactement? Et peut-être, j'espère, et j'en suis convaincu, nous le ferons, tout simplement parce qu'il faut connaître la réalité. Et nous avons 1 million d'agents de la fonction publique et de fonctionnaires en plus que l'Allemagne, qui a 16 millions d'habitants, en plus que nous. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne fonctionne pas. Et on sait très bien qu'il existe des marges. Je vous donne juste cet exemple. Dans l'hôpital public, qui est au cœur de nos sujets avec cette pandémie, vous avez 34% des employés des hôpitaux qui ne sont pas en contact avec les patients, avec les malades. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est 23% en Allemagne pour rester sur la même comparaison. Donc il faut effectivement bouger les lignes raisonnablement, à un rythme qui soit supportable, régulier et supportable. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les représentants des rapatriés d'Afrique du Nord. Il promet un geste en leur faveur. Il a évolué sur ce sujet depuis 2017. Oui, enfin surtout, on a eu beaucoup de discours. J'ai participé d'ailleurs moi-même à une assemblée d'une association de harkis, qui s'appelle une assemblée qui s'appelle Agir. Là-dessus, j'ai entendu le président se gargariser de cette association d'avancées. J'ai pas entendu lesquelles. Ils avaient été reçus d'ailleurs 3 jours après à l'Élysée. J'ai pas compris quelles étaient ces avancées. Vous savez, la mémoire, c'est important. La reconnaissance des responsabilités, c'est essentiel. Mais à un moment donné, il faut prendre les gestes pour clore ce dossier. Et ce n'est pas aujourd'hui le cas. Vous avez rejoint Valérie Pécresse très tôt, dans la campagne de la primaire. Avez-vous demandé à l'époque le feu vert ou l'avis de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez? Je sais que c'est une de vos thèses. Je vous ai entendu à plusieurs reprises sur ce sujet. Ça m'avait semblé être en ambassadeur. Oui, écoutez, tout à fait honnêtement non, parce que moi j'ai atteint une étape de ma vie publique où je suis totalement libre. Donc j'ai fait le choix de soutenir Valérie Pécresse. Je l'ai fait par conviction. Je l'ai fait après l'avoir beaucoup observé. J'ai pu mesurer sa très grande détermination, sa très grande capacité de travail, sa très grande capacité de proposition. Parce que c'est vrai que c'est normal dans les campagnes. On observe le petit détail, le geste, la tenue, la petite phrase et ainsi de suite. Mais je suis très impressionné par la diversité des propositions sur tous les sujets. D'ailleurs, si elle a gagné la primaire interne aux Républicains, c'est précisément parce qu'elle avait cette détermination et cette connaissance et cette volonté de réformer notre société. Et il lui manque pour franchir... Attendez, et Emmanuel Macron avait été élu sur la promesse d'une audace réformatrice. Et à l'arrivée, je suis persuadé que les Français se rendent compte, cela aurait été pour l'essentiel le désordre et l'immobilisme. Les deux. Désordre social, désordre sanitaire, désordre des comptes publics, désordre migratoire, désordre sécuritaire, désordre communautaire, avec beaucoup d'ambiguïté, et en même temps l'immobilisme, parce que la vraie réforme qu'il fallait engager, et qui était engagée par tous les gouvernements précédents depuis 20 ans, c'était l'avancée sur les retraites. Il n'a pas bougé d'1 millimètre.
Dans ce parcours de Valérie Pécresse, chacun attend le soutien, à un moment donné, de Nicolas Sarkozy. Pour vous, ça fait pas de doute. Il y a juste un moment à choisir, mais sur le fond, il sera là. Je ne peux pas parler naturellement au nom de Nicolas Sarkozy. Ce que je peux simplement rappeler, c'est qu'il a dit à plusieurs reprises, il l'a dit d'ailleurs depuis plus d'1 an, que le moment venu, il ferait connaître ce qui lui paraîtra le meilleur choix pour notre pays. Il a toujours été derrière sa famille. Et la famille qu'il a présidée, la famille qu'il a contribué aussi à fonder, et donc il est bien sûr attentif à ce qui s'y déroule. Qu'est-ce qui manque à Valérie Pécresse, à un moment donné, de prendre une sorte de stature devant le pays, par exemple à l'occasion de son grand meeting du 13 février, fendre l'armure, comme on disait? Vous m'avez offert un café en arrivant. C'est toute la différence entre le café et l'infusion. Il faut le temps, généralement, précisément, que cela infuse. Et ça permettra de récupérer les électeurs de droite partis chez Macron. Ils ont voté Fillon en 2017, ils votent Macron aujourd'hui. Ils sont 20% de l'électorat Fillon. Moi, je crois que Valérie Pécresse, pour gagner la course, doit bien sûr courir sur ses 2 jambes, c'est-à-dire une jambe régalienne, c'est-à-dire la sécurité, la justice, l'immigration, et sur une autre jambe qui est celle de remettre de l'ordre dans les comptes publics qui se dégradent, et en ayant dans le cerveau, la préoccupation de ce que nous évoquions au début de cet entretien, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Brice Hortefeux, merci. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères.